Une centaine de chaises là-bas. J'ai été chef d'entreprise dans le web. Ensuite, je suis parti 2 ans autour du monde en sac à dos. Et forcément, quand je suis revenu, je ne voulais plus faire de l'ordinateur. Je voulais rencontrer des gens. J'ai laissé tomber. J'ai fait un métier qui me plaisait moyen, conseiller en gestion de patrimoine chez Alliance. Donc, je faisais des placements financiers. Donc, super, je rencontrais un peu plus de gens, mais c'était pas du tout ça que je cherchais. Et j'ai repris le chemin des études, de l'école. J'ai hésité entre assistant social et éducateur. J'ai fait 3 ans pour devenir assistant social. Depuis que je suis sorti, ce qui m'a toujours animé, c'est de pouvoir travailler avec les jeunes. Donc ça fait 2 ans maintenant. Et en accompagnant des jeunes, j'ai découvert les lieux de vie. Pour parfaire le processus, je me suis découvert en même temps qu'assistant social c'était bien, mais que je me sentais plus vraiment dans l'accompagnement même des jeunes. Et je suis en train de faire une VAE éducateur. Voilà. Et donc l'idée l'année dernière a germé effectivement de dire tiens, le lieu de vie, quand je vois comment la philosophie, qu'est-ce qu'ils font avec les jeunes, le savoir être au quotidien, le vivre ensemble, je me dis c'est moi, c'est vraiment ça que je veux faire et je trouve que c'est un croisement de tout ce que j'ai pu faire avant, voilà, le côté entrepreneuriat entre guillemets, le fait de faire quelque chose pour les jeunes, faire différemment de ce que je peux voir sur le terrain au quotidien. Je dis, des jeunes ça peut aller, mais pour plein d'autres jeunes il faut faire autrement. Depuis l'année dernière, je suis avec le conseil départemental du coup, pour monter un projet de... Je peux appeler attention de quel département? De l'Aude, Carcassonne. Pour faire un chantier solidaire à Sri Lanka avec des jeunes de l'ASE. Donc voilà, et je me suis dit, voilà, un lieu de vie qui pourrait regrouper un peu tout ça, voilà, la solidarité, de l'entraide, du voyage, pour faire montrer un peu aux jeunes aussi ce qui existe ailleurs. En fait, tout le cumul de mes expériences personnelles qui m'ont fait que je suis là maintenant et que je suis comme ça aussi moi, parce que forcément tout ça, ça va changer. Et voilà. Et donc en janvier, j'ai sauté le pas et donc je t'ai appelé. Voilà, c'était moi qui étais au téléphone aujourd'hui. Et tu m'as convié à venir ici. Et donc moi j'arrive tout au début avec plein de questions. C'est vraiment le bébé. Le bébé. Là, voilà, j'apprends à respirer. T'as pas 3 ans de travail sur ton dossier donc. Non, du tout. Voilà, ça fait 1 an, c'est quand même bien installé dans ma tête, en tout cas de ce que je veux faire concrètement avec les enfants, avec les jeunes. Après, non, la structure, combien on doit être, comment ça s'organise, tout ça, je ne vais pas. Au fur et à mesure, quand j'y pense un peu plus, je dis bon, de toute façon, c'est clair, là, je me suis lancé tout seul sur l'aventure, mais c'est clair, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps tout seul. Donc voilà, donc je venais là pour prendre un peu. Et dans le département de l'Aube, c'est dans le sud, hein, c'est ça? De l'Aude, oui, parce qu'il y a l'Aude et l'Aude. L'Aube, c'est dans le nord. C'est ça. À Carcassonne. Oui, c'est ça, c'est magnifique. Comment tu as fait connaissance avec les lieux d'accueil? Alors, des jeunes, parce que je suis référent, oui, au conseil départemental. Donc, une des jeunes que j'accompagne est allée en séjour de rupture à Pégase, qui est à côté de Carcassonne. Et c'est là où j'ai découvert le principe et je ne connaissais pas forcément. Je suis bébé professionnel aussi, j'ai que 2 ans. Demain sera présente Béatrice Ducou. Sandrine, elle s'est inscrite, Béatrice ou pas? Voilà. Si? Est-ce qu'elle s'est inscrite, Béatrice Ducou? Ça ne dit rien. Bon, il y a aussi une autre association de lieux d'accueil qui s'appelle OSER. Oui, vous pouvez le venir, hein, je pense que vous allez être venir. OSER, ça veut dire, je ne sais plus quoi, organisation de séjour, de rupture, séjour éducatif de rupture. Séjour éducatif de rupture. D'accord. Donc c'est un autre regroupement de lieux d'accueil qui s'est spécialisé dans les lieux d'accueil qui justement vont créer des expériences à l'étranger ou en rupture du quotidien. Voilà, pour dire les choses rapidement. Donc toi, ton projet, il est entre les deux? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur le long d'année, plutôt travailler justement tout ce qui est vie locale, travailler avec vraiment le plus proche.
En fait, ça regroupe un petit peu tout, parce que je veux dire, voilà, on mettra un petit peu en lien aussi donc, des mineurs isolés étrangers aussi, que j'ai pu rencontrer. Ils ont des histoires aussi incroyables, ces jeunes-là à raconter, où j'aimerais bien que d'autres jeunes puissent entendre ce que d'autres jeunes du monde peuvent vivre. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est un peu ce qu'a représenté aussi le voyage, c'est-à-dire c'est arriver un peu à déconstruire tout ça, pour laisser des espaces vides, pour leur remettre 2-3 informations supplémentaires sur ce qui se peut se passer en dehors de leur quartier, en dehors de leur vie, et pour que ça puisse mettre une petite graine, pour que ça puisse un peu après... Donc là, pour l'instant, tu es vraiment au tout début de créer ta motivation personnelle. C'est ça. Ouais, ça y est, la motivation, elle y est. Donc, cette année, je me dis, bon là, donc cette année, je finis ma VAE et je glane toutes les informations que je peux avoir. Et puis, dans mon plan, c'est l'année prochaine, voilà, on fait quelque chose un peu... En septembre aussi. Non, du coup, non. Septembre 2020, voilà. Ça me paraît bien. Mais voilà, après, quand je vois la durée que ça prend pour faire les choses, après j'avais assez vite détecté le côté politique, etc. Tu m'en avais aussi parlé au mois de janvier. Donc grâce à mes projets aussi au sein du conseil départemental, voilà, je rencontre la directrice enfance-famille, la directrice des gestions des moyens, tu m'as dit d'aller voir aussi du côté des conseillers départementaux. J'ai repéré que par connaissance, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc petit à petit, je vais essayer de me faire rencontrer des gens pour essayer que le jour où je pose mon dossier, que je sois un peu connu et c'est pas quelque chose. On va dire que j'attaque de l'intérieur. Voilà, c'est pas quelque chose qui se crée en urgence. Hein, c'est quelque chose qui nécessite du temps. C'est ça. Donc là, cette année, c'est prise d'information, prise de contact, et certainement, je pense, du coup, trouver des... Parce que je vois, du coup, vous êtes beaucoup à venir à plusieurs, en fait. Et je me dis, peut-être trouver quelqu'un d'autre aussi pour faire ça. C'est aussi dans l'échange, mais c'est d'abord quand même un projet intimement personnel. Oui. Et moi, j'invite souvent les porteurs de projets à se fendre d'un écrit, voilà, qu'ils mettent sur le papier les idées qu'ils ont pour essayer de leur donner une cohérence. Pour créer ce que disait tout à l'heure François, de créer ce noyau. Voilà. Oui. Après, autour du noyau, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des petits noyaux et puis des grosses entourages de noyaux. Mais le noyau, il est essentiel. C'est vraiment ça. Solidarité, ouverture d'esprit et puis un soupçon de voyage pour éviter la solitude, parce que c'est le risque principal. Pour moi, le risque principal dans un lieu d'accueil, c'est de se croire le Zorro et le Deus Machina du lieu. Voilà. C'est très important. Il y a un mot qui a été utilisé tout à l'heure par Arnaud, l'humilité. On n'a pas l'intention de révolutionner le monde, mais on a l'intention d'y contribuer nous-mêmes. Une graine que je veux. Humblement, on fait notre part du changement du monde qui évolue. Qu'on ait envie ou pas, il évolue le monde. Ouais. C'est vrai, du coup, il y avait une phase où je savais qu'il fallait que je m'entoure pour la mise en place concrète. C'est-à-dire que concrètement, tout seul, 258 jours, je ne peux pas tout faire, donc c'est sûr que j'allais devoir m'entourer. On aura sûrement dans l'après-midi, je pense que je suis en train de construire l'après-midi dans ma tête, au fur et à mesure que je vous écoute. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur des questions essentielles, les statuts, les financements, les 258 jours, voilà, il y a des questions comme ça auxquelles on va devoir répondre et sur lesquelles on va devoir échanger. Mais ce que je suis en train de comprendre ce matin avec tous les groupes que je suis en train de voir, c'est qu'en fait, il faut que je m'y attelle beaucoup plus tôt à constituer, on va dire, un groupe. Oui. Je pensais que je me dis je vais construire le plus gros parce que bon, j'ai déjà monté une entreprise, je me dis bon, le statut, tout ça, allez, on va y aller, ça en général ça ne passionne pas les gens, on va faire un prévisionnel, voilà, ce genre de choses, on va boucler ça. Quand j'ai créé mon lieu d'accueil, j'ai été accompagné par des types du genre Munu. En l'occurrence, c'était Philippe Boursette, un copain qui était dans le département du Haut. Là. Il m'a dit la dernière chose de laquelle tu t'occupes, c'est le côté financier. Ce qui est très important, c'est que tu travailles ton projet personnel et la façon dont tu veux travailler autrement dans le cadre de l'action sociale. Le financement, il est assuré. Hein. Une fois que tu as l'autorisation de te créer, tu es assuré de pouvoir avoir le financement qui va te permettre de fonctionner. Donc le côté financier, c'est vraiment... Non, ça ne doit vraiment pas nous occuper l'esprit. financier, c'est pour
présenter quelque chose au conseil départemental. Mais le département, il va t'entraîner là-dessus. Ça ne vous regarde pas. Enfin, ça ne vous regarde pas. Vous aurez à payer si vous m'autorisez à fonctionner. Vous aurez à payer si vous y mettez les jeunes. Mais au début, non seulement c'est un projet personnel, mais c'est aussi un projet où on investit personnellement. On va rechercher les financements, on va aller à la banque, si on ne veut pas aller à la banque, on va trouver d'autres moyens, mais le département, il ne met pas un centime dans l'investissement. Il va y mettre un remboursement d'investissement, mais une fois qu'il nous aura autorisé à nous créer. La priorité, c'est le projet pédagogique, si on peut dire ça comme ça, même si ça peut dépasser l'accueil d'enfants. Ça peut être un projet, je ne sais pas comment on dit quand c'est pas un projet qui intéresse les enfants, il y a un terme officiel, je le connais bien. Tu voulais réagir, Rio? Juste par rapport au fait que ça peut se monter tout seul aussi un projet. Ça ferme le fond. Je me souviens l'an dernier au GERPAS, il y avait un jeune homme que je ne revois pas ici, qui a monté une SARL, qui a monté son projet tout seul. On peut se destiner à être le responsable du LUA, et c'est juste que c'est une approche différente. En fait, après, d'autres approches, la nôtre, on essaie de plusieurs, se dire, non, on fait quelque chose en collectif. Les deux approches sont valables. Et je dis ça parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne artificiel de dire qu'il faut absolument que je trouve du monde pour bosser avec moi. Non, et au final, c'est sur ça qui devient une sorte de fragilité. Je parlais vraiment de la création, moi. Après, sur le principe de fonctionnement, c'est clair que je ne voyais pas chapeauter tout le monde. Ça, c'est clair. C'était pas dans ma vision des choses. Par contre, un cul, c'est. Je suppose que le conseil départemental, c'est un peu compliqué. Si je devais attendre quelqu'un d'autre pour impulser des choses, c'était compliqué. Donc là, du coup, j'y vais un peu tout seul parce qu'il faut y aller, il faut renvoyer des mails plusieurs fois pour porter. Là, j'essaie de faire 3 jours de transfert seulement au mois de juillet. J'essaie de trouver une collègue depuis des mois, tout le monde dit oui, mais en fait personne ne le fait, et je vois que si je ne porte pas et que je ne fais pas les choses, donc c'est ce côté-là par rapport au lieu de vie où je sais que voilà, ou si je trouve quelqu'un qui serait aussi motivé que moi, ça serait super, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en attendant, voilà, ça ne me dérange pas de le lancer. Par contre, une fois qu'il est lancé, sur le quotidien, la gestion, les idées, la façon dont chacun peut amener sa pierre, et moi à ce niveau-là, je ne vois pas du tout. C'est pas ma vision, voilà. Moi, je voudrais dire quand même, parce que quand on démarre tout seul, c'est un peu mon cas, on se retrouve quand même à l'arrivée, souvent, un peu tout seul. D'accord. Si on démarre à 3, 4, 5 ou 6, l'idée collective, elle est présente et elle peut perdurer. Si tu démarres tout seul et que tu vas chercher les gens, c'est compliqué quand même par la suite. C'est mieux. Un côté plus salarial. Tu es le porteur, tu es le machin, et tu continues à garder cette image malgré tout ce que tu peux faire pour la perdre. Ouais. C'est mon expérience. C'est ce que j'ai ressenti ce matin, c'est pour ça que je suis. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous vous obstinez, et moi je suis d'accord avec vous, vous obstinez à appeler les mineurs isolés étrangers plutôt que les mineurs non accompagnés. Moi je suis un résistant à cette appellation d'origine contrôlée par les départements qui nous impose de parler des MNA uniquement parce qu'on veut cacher qu'ils sont des étrangers. Moi je vous invite tous à mettre en avant le mot MIE, déjà c'est un mot insupportable de définir les gens comme étant des mi. Vraiment les définir comme des mineurs isolés étrangers. Le fait qu'ils soient étrangers, c'est pas sale, c'est pas une faute d'être étranger en France. Voilà. Donc, obstinons-nous à les appeler MIE plutôt que MNA. Moi, effectivement, je mets un petit peu de nuance par rapport à point de vue de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, tu es, pardon, de quel moment? Excusez-moi, je suis Johan Wedraogo, je suis éducateur spécialisé au service d'accompagnement diversifié, représenté par ces 3 personnes, voilà, du département de la Gironde. Service d'accompagnement diversifié qui est né en 2015 au Centre départemental de l'enfance et de la famille. Dans certains départements, on appelle cette immense structure des foyers de l'enfance. Ce service a vu le jour pour répondre à une demande du département et créer un service innovant qui permet de suivre les jeunes au plus près de leur situation, mais dans leur environnement. Nous sommes mandatés par le juge pour enfants, mais pour suivre les enfants soit à leur domicile, dans leur milieu familial, soit effectivement parfois dans des situations d'errance.
Donc voilà, nous sommes des éducateurs qui traversons un petit peu le département, la France, pour nous rendre là où sont les jeunes. Et c'est-à-dire monté en charge par l'ASE. Si, bien sûr, confié par le juge. En errance, c'est quoi comme statut d'errance alors là? C'est des enfants qui sont proches de un statut qu'on pourrait appeler SDF ou des choses comme ça, qui vivent dans des squats, qui vivent dans la rue, qui vivent chez les parents d'un copain ou d'une copine, mais tout ça a été temporaire. Non effectué. Le service. Ah oui, ils sont théoriquement pris en charge, mais ils sont pas pris. Pratiquement, ils le sont pas. Alors. Les placements sont inopérants, les jeunes refusent le placement. Oui, résistent. Voilà. Aujourd'hui, en Gironde, il y a 150 placements qui sont inopérants. Voilà, de création des PEAD qui ont été faits pour justement inspirer ces situations, mais il en reste encore 150. Et je crois que tu voulais réagir. Voilà, simplement parce que je pense que peut-être le terme mineur isolé étranger que j'ai employé pendant des années, voilà, je travaille aussi à l'aide sociale à l'enfance de Paris avant de venir en Gironde, et ben moi ça m'a fait plaisir quand on est passé à MNA, parce que j'entends effectivement une charge à la fois émotionnelle et à la fois une image peut-être un petit peu difficile à porter parce qu'on est mineur, pas de problème, on est isolé, ça, sans dire que ça stigmatise, ça pose déjà un diagnostic un petit peu effectivement triste tout de suite sur ce mineur qui est isolé. On lui rappelle sans cesse que l'autorité parentale est de l'autre côté de la frontière. Il est isolé et il est étranger. Et ça, c'est effectivement, non seulement tu es isolé, mais tu es étranger. Là, tu es mineur et puis tu es non accompagné. C'est plus vaste et peut-être pour moi moins stigmatisant que mineur, isolé et étranger. Je ne parle pas de la façon dont je m'adresse aux jeunes femmes que j'accueille. Je ne les accueille pas parce qu'elles sont NIE, mais même je les appelle mines dans mon jargon interne. Elles sont mères isolées en plus. Mais ce n'est pas pour parler à ces jeunes-là dont je parle, c'est pour parler entre nous, de ces mineurs qui sont accueillis avec leur étrangeté. Et leur étrangeté, elle est à prendre en considération. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Pas pour les stigmatiser, voilà. mais plutôt pour accueillir la richesse de cette étrangeté. Et je comprends tout à fait dans ce sens-là. Maintenant, je pense que ça rime aussi avec un truc dans le travail social. Aujourd'hui, on dit plus non francophone. Ça stigmatise. On dit allophone. Voilà. Allô. Oui. Voilà, quelqu'un qui parle pas français, parce que tout de suite, si t'es non francophone, il y a un truc que t'as pas. On est dans le négatif. Puis là, t'es isolé, puis t'es étranger. En fait, là, t'es allophone maintenant. Aujourd'hui, il y a une dérive plutôt positive, là, dans ce sens-là, effectivement, de la manière dont je considère les gens, sans essayer, effectivement, de pointer tout de suite les difficultés, les problèmes. C'est quand même difficile de contrebalancer la moindre prise en charge des MNA par juste un changement de vocabulaire. Les choses ne s'arrêtent pas là, nous sommes complètement d'accord, mais comme on était sur ce terme-là, je vous rejoins tout à fait. Merci Johan d'avoir apporté cette... Merci Benoît pour votre écoute. Allez. Je voudrais rebondir par rapport à ce qui s'est dit. Je crois que j'ai mis 3 ans pour créer mon lieu de vie, qui a ouvert en novembre 2017, donc il est tout neuf, tout récent. Sur quel Les Bouches-du-Rhône. La promesse. Et en fait, je crois que déjà, il faut pas. Je crois qu'on est tous bien d'accord. Il y a autant de lieux de vie que de porteurs de projets, même si le porteur de projet se retrouve être des porteurs de projets. En tout cas, me concernant, si je devais revoir les choses, les 3 années que j'ai passées à monter ce projet, qui vient d'une idée complètement utopique, d'un monde meilleur pour les jeunes accueillis, j'aurais jamais pu trouver un alter ego qui travaille autant que moi pendant 3 ans, c'est-à-dire pratiquement 15 heures par jour. C'était très compliqué pour moi parce que de partir à zéro, c'est énormément d'heures de travail. Donc, je te retrouve, d'accord ? Mais là où aujourd'hui je retrouve les personnes qui sont derrière moi, c'est que j'ai la chance d'avoir une super équipe éducative qui aujourd'hui est montée dans le train de ce projet et qui défend, pareil que moi, ce projet pédago. Ça veut dire que on peut être à la base, à la source tout seul, parce que ça demande énormément de travail, mais on peut se retrouver à plusieurs pour peu qu'on ait enfin la chance, parce que moi j'ai mis 1 an de galère avant de trouver une bonne équipe et je vous passe les galères. Mais aujourd'hui j'ai une super équipe qui est montée dans le train. Et je voudrais rajouter autre chose par rapport à ce qui s'est dit qui était juste fabuleux, et on en parlait avec Jean-Philippe qui a disparu, qui était derrière moi. C'est que si on veut un lieu de vie qui fonctionne, c'est aussi et avant tout, je pense, une équipe qui fonctionne. Et c'est vrai que, et j'adore ce qui s'est dit tout à l'heure,
des adultes heureux, c'est des jeunes forcément accueillis, et on doit être comme dans une vraie maison, c'est-à-dire on ne fait pas des choses qu'avec les enfants et que pour les enfants. Et on fait des choses aussi pour que les adultes s'éclatent. Et si les jeunes voient les adultes s'éclater, en principe, eh bien, ils n'ont qu'une envie, c'est de s'éclater avec les adultes ou pas. Mais en tout cas, bravo, parce que enfin, je crois beaucoup en ça. Voilà. Et je voulais dire, parce que tout à l'heure ça s'est dit, puis c'est parti, c'est que il y a une grosse association dans les Bouches-du-Rhône qui a voulu m'absorber. J'ai tapé du poing pour ne pas me faire absorber, et aujourd'hui j'ai la direction du département contre moi. Donc c'est très compliqué de ne pas se faire absorber quand dans on les Bouches-du-Rhône, tout il n'y a petit. pas beaucoup de lieux d'accueil. Ben non, je suis la seule. Enfin, la seule qui soit vraiment un lieu de vie. Ouais. Puisqu'après, il y a ce que j'appelle, moi, pour faire un peu le distinguo avec les lieux de vie, une unité de vie, c'est-à-dire une grosse structure associative qui a créé, soi-disant, voilà. Des maisons en vie, comme Ouais, voilà. Une centaine de chaises là-bas. Non, on peut.